et bienvenue au Glénat Manga Festival, dernier jour de Japan Expo. C'est évidemment le live, le festival qu'on mène directement depuis Villepinte, là où se tiennent évidemment ces incroyables conventions Japan Expo qu'on retrouve cette année, qu'on avait beaucoup attendu. Vous êtes avec nous dans le public, dans la convention ou directement depuis le live Twitch, évidemment twitch.tv/Glénat Live. Aujourd'hui, c'est cette dernière journée. J'ai pas envie que ça s'arrête. Moi, je passais un super bon moment ici. Mais en vrai, on est fatigué. On est vraiment un petit peu fatigué quand même. Et pour cette dernière journée, on me dit en régie, si quand même, on va s'arrêter, Caroline, il faut se calmer. Je me calme, c'est the last day, donc on a envie de profiter au maximum pour cette dernière journée avec vous. Une programmation toujours aussi intéressante et palpitante puisque des grandes discussions vont avoir lieu. On aura évidemment, je pense que vous l'attendez, à partir de midi, le quiz One Piece. Vous allez pouvoir tester vos connaissances et croyez-moi, j'ai fait un petit tour du côté des questions. Bon, c'est vrai que moi je suis loin dans l'histoire, mais c'est quand même vachement tendu. Vous aurez évidemment après, à partir de 14h, cette grande discussion autour de l'œuvre de Kentaro Miura, Berserk, dans lequel vous retrouverez un invité que vous aurez déjà tout de suite, puisque là maintenant, pendant une heure, on va pouvoir discuter d'une œuvre que j'aime beaucoup, Tokyo Ghoul. Ça fait vraiment genre j'ai tout lu, alors qu'en fait je suis en plein milieu de l'histoire encore, mais je me suis spoilée pour vous, hein. Je me suis sacrifiée, j'ai donné de ma personne. Et nous allons donc parler de Tokyo Ghoul Re. Nous allons également parler de Shojin X qui arrive très bientôt en octobre. Donc c'est l'occasion pour moi d'accueillir du coup mes incroyables invités. On commence par Lloyd Chéri qui du coup sera également présent pour Berserk. Ça va bien? Ouais, salut Caroline, très content d'être avec toi et de te retrouver. Et puis très content de parler de Tokyo Ghoul, qui est finalement une œuvre où on parle pas assez, je trouve. Eh ben écoute, je suis d'accord avec toi. Maintenant que j'ai débuté, je valide totalement. Tu es journaliste au point et tu es également créateur de podcasts autour de la science-fiction. Et ouais, et bientôt de la fantasy aussi. Ça s'appelle C'est plus que de la SF. C'est plus que de la SF, c'est de la fantasy. Bah écoute, je valide totalement. J'ai hâte de découvrir ça quand ce sera disponible. On a à tes côtés Sonic qui était déjà là pour les expériences scientifiques. Ça va bien? Ça va et toi? Ça fait plaisir d'être là. Ben oui, on se retrouve en live. On avait déjà eu le plaisir d'avoir Sonic dans un Glénat Manga Live un mercredi après-midi. On se retrouve au sein de Japan Expo. On est dans la célébration là, Sonic. Voilà. Et à tes côtés, nous avons Ringo. Comment est-ce que tu vas? Tu es donc chroniqueuse, évidemment pour le Neketsu Show, mais également pour l'émission Yatta sur le Move. Exactement, merci pour l'invitation Caroline, merci Glénat, je suis hyper contente d'être là pour parler de Tokyo Ghoul et vous le savez pas mais il y a des ventilos, on est trop bien, on nous accueille vraiment bien ici. En fait on vous le dévoile, hein, c'est le meilleur endroit de la convention. Faut le dire. C'est l'endroit où on est le plus à l'aise et c'est là qu'on va pouvoir du coup vous parler évidemment de cette œuvre dont nos trois invités sont plutôt fans et plutôt connaisseurs puisqu'ils ont eu le temps de lire l'intégralité de Tokyo Ghoul Re ou RE. C'est vrai que je me suis pas renseignée sur finalement comment est-ce que ça se prononce. On parlera aussi un petit peu de Shojin X qui arrive bientôt. C'est le teasing, c'est le gros teasing. Mais on n'a pas que ça, on n'a pas qu'une discussion passionnante. On va également vous proposer des petits cadeaux autour du thème de Tokyo Ghoul, excusez-moi. Et tout simplement pour pouvoir participer, il suffira d'écrire un mot sur le chat. Vous êtes habitués. Si vous êtes avec nous là dans le public, coucou d'ailleurs les gens, vous êtes tous charmants. Je vous trouve très joli, très beau. En cette dernière journée de Japan Expo, ils ont non mais franchement, moi je pensais de voir des gens fatigués en mode zombie, tu vois. Non, ils sont frais de fou. C'est impressionnant. Peut-être que c'est leur première journée de Japan Expo. Je sais pas, peut-être qu'ils trichent un peu comme ça. Et donc pour participer, il suffit de se connecter sur le live. Donc même depuis votre téléphone portable, tout simplement, vous allez sur le chat de notre live Twitch et vous tapez le mot Ghoul, alors pas en français, c'est le terme évidemment qui vient de l'œuvre, donc G-H-O-U-L, vous tapez G-H-O-U-L et vous pourrez tenter votre chance pour être tiré au sort vers la fin du live. Évidemment les gagnants ou le gagnant, parce que je n'ai pas les détails par rapport au concours, seront annoncés sur le chat directement, donc à la fin du live, donc soyez présents, parce que je pense que si vous n'êtes pas présents, peut-être on va squeezer le cadeau. On va pouvoir donc revenir maintenant sur le principal, à savoir notre discussion autour de Tokyo Ghoul, qui est donc une œuvre de Sui Ishida et qui se regroupe du coup dans une première, on va dire, histoire regroupée en 14 volumes qui s'appelle tout simplement Tokyo Ghoul. Et il y a une suite vraiment directe de l'œuvre qui a été faite par la suite qui s'appelle Tokyo Ghoul RE. Alors là, il y a plus de volumes, il y en a 16. Donc c'est un peu plus dense encore, surtout qu'a priori il y a encore plus de protagonistes. Et il y a également j'allais dire un spin-off, mais en fait c'est plutôt une préquelle qui s'appelle Tokyo Ghoul Jack et qui va s'intéresser à
deux personnages qu'on découvre dans Tokyo Ghoul et qui sont très charismatiques alors qu'on les voit pas tant que ça, finalement. C'est évidemment l'histoire de Ken Kaneki, qui est à la base un jeune étudiant qui a un petit crush sur une belle demoiselle qu'il rencontre dans un café. Il la regarde un petit peu de loin. Et au début, ça fait presque peut-être une rom-com, on sait pas, limite le début. On est vite perdu quand on se rend compte qu'elle essaye de le croquer et qu'elle le déguste littéralement, puisque cette demoiselle était en fait une ghoul. Et par un hasard extrêmement étrange et mystérieux, elle va clamser. Voilà, c'est moins romantique d'un coup comme ça, mais elle va littéralement se faire écraser par des poutres métalliques en essayant de le pourchasser et de le dévorer. Et du coup, lui, il va être un peu blessé aussi. En arrivant à l'hôpital, il va être greffé. On va lui mettre un bout de cette personne qui donc n'était pas totalement humaine puisque c'était une ghoul dans son corps à lui. On pense que tout va bien, mais en fait pas du tout, puisque sa vie va complètement changer, son corps va se modifier, il ne va plus réussir à manger évidemment comme les autres êtres humains. Il va cependant découvrir que le café, ça passe. J'ai trouvé ce détail assez amusant. Pourquoi le café ? Mais pourquoi pas ? Et d'ailleurs, c'est justement dans un café qu'il va travailler par la suite, puisqu'il va se raccrocher à d'autres ghouls qui travaillent justement dans ce café et qui savent que le café, ça marche. Cependant, pour lui, ça va être très compliqué, puisque ça veut dire, finalement, pour réussir à vivre avec ce nouveau corps, dévorer de la chair humaine, manger les humains, et lui évidemment il va être face à un grand dilemme. Est-ce que je suis humain? Est-ce que je suis une ghoul? C'est des questions justement qu'on va un petit peu se poser tous ensemble. On va discuter autour de ça, et je voulais commencer par savoir, vous finalement, comment est-ce que vous avez découvert le manga? Est-ce que vous avez ressenti lors des premières pages de votre lecture? On va commencer par Ringo. T'es la plus proche de moi, let's go. Et bah, pour ma part, j'avais commencé avec l'animé à l'époque, Tokyo Ghoul, la première saison qui est plutôt qualitative. Puis par la suite, une seconde est sortie. Et là, les fans dans le chat vont sans doute s'énerver, et à raison, parce que c'est une deuxième saison qui a pris un tout autre chemin, voire même le chemin inverse qu'avait fait Ishida. Ah bon? Donc j'avais beaucoup moins aimé cette deuxième saison, et on m'a fortement conseillé d'aller lire le manga. Et effectivement, je vous conseille d'aller lire le manga parce que l'œuvre est beaucoup mieux écrite. Il avait vraiment plein de choses qu'il voulait faire, qui ont été faites petit à petit, où il a pris son temps. Et du coup, vraiment, je suis passée d'abord du format animé, où j'ai été un petit peu déçue par la suite, pour passer au format manga qui est bien meilleur. D'accord, donc effectivement, tu es d'abord passé par cette étape-là avant d'arriver sur Tokyo Ghoul. La douleur avant le plaisir, c'est un peu ça. Est-ce que Sonic, t'as suivi le même chemin? Pas du tout. Genre vraiment, moi, c'est l'extrême opposé. Ça veut dire que j'ai commencé par le manga. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un animé. J'ai regardé l'animé. J'ai dit pourquoi. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Mais vraiment, j'ai vraiment dit pourquoi. Et quand j'ai continué, j'ai arrêté en plein milieu. Parce que en fait, c'est un tout autre ordre, j'ai l'impression, que l'animé et le manga, genre, ça prend deux chemins différents, j'ai l'impression. Clairement, Et vraiment, c'est très perturbant. Quand tu commences par le manga et que tu te dis tiens, je vais regarder l'animé parce que le manga il est quand même extrêmement stylé, t'es à fond dedans et tout. Et en fait le truc c'est que vu qu'il prend un autre chemin, ça te perturbe. Et du coup t'es là en mode ok, bon c'est une autre vision, mais c'est perturbant. Du coup en fait j'ai continué vraiment le manga, j'ai arrêté l'animé, j'ai pas recommencé parce que... Mais pourtant j'ai ma mère qui est très très fan de l'animé. Ah oui, vraiment, elle est archi fan. C'est dans la même maisonnée, on n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, exactement. Et en plus, elle l'a encore pas lu, donc du coup, Mais c'est parce qu'elle l'a pas lu. C'est parce qu'elle a pas lu. Oui, on va dire ça. Pardon. Mais du coup, ouais, non, j'ai pas du tout eu ce chemin-là. Et moi, la première impression que j'ai eue en le lisant, c'est que je me suis dit au début, oh, c'est cool et tout. Et comme tu disais, le moment où vraiment de la poutre, là, de l'échafaudage, ouais, qui voilà, t'es là en mode, ah bon. C'est comme ça, et c'est violent. Oui. Et c'est la première chose que tu vois, c'est que c'est extrêmement violent. Et c'est pour ça que j'ai aimé aussi. Je pense que le côté un petit peu radical qui tranche avec l'aspect très calme du début, les premières pages, on est dans du tranche de vie. Ah ouais, non, mais de vie, le début. En fait, on te prévient pas. Non. C'est vraiment, t'es là, t'es en mode ah ouais, il se passe ça et tout. Et là, d'un seul coup, t'as paf, t'es là en mode waouh. Je me suis même demandé en le lisant, tu vois, le début, je suis là, ça se trouve, on m'a raconté n'importe quoi. Et non, oui, d'accord, ça commence ici, très bien. Et toi, Lloyd, du coup? Moi, j'ai découvert le manga grâce à un autre manga, grâce à Kingdom, en fait. C'est assez rigolo puisque Sui Ishida a été l'assistant
de Ishihara. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est très simplement, c'est à l'époque où Kingdom ne sortait pas encore en France. Il n'y avait toujours pas d'éditeur, donc j'allais sur un site de scan pour lire Kingdom. Et en fait, je voyais dans les tops Tokyo Ghoul. Et j'avais jamais lu, et je connaissais pas. Et donc j'ai voulu découvrir pourquoi ce manga revenait toutes les semaines dans le top des lectures en scan. Et c'est comme ça que j'ai découvert Tokyo Ghoul. Et j'ai été pris très rapidement par la radicalité du titre, la noirceur, ce que vous avez très bien dit. Et en fait, on est avalé dès les premières pages. Et c'est vrai que c'est un manga qui est extrêmement radical, surtout dans sa première série. Donc la partie Tokyo Ghoul. Et après, Tokyo Ghoul Re est un petit peu différente, mais moi, j'ai pas pu le lâcher pendant quelques jours. Donc j'ai lu d'une traite tout ce qu'il y avait, puis après j'ai lu au fur et à mesure des sorties. Ah, et donc t'as enchaîné tout Tokyo Ghoul, c'est beau les gens qui ont du temps. Voilà, c'est ça, qui ont du temps libre. Bah, mine de rien, il y a 14 volumes en tout cas sur la première série. Et c'est vrai que l'artiste en tout cas a pensé sa série avec la suite. Je sais pas comment il peut avoir une vision aussi lointaine parce que je trouve qu'en tout cas dans l'histoire, il n'y a pas de temps mort réellement. Moi, je suis par exemple, je vous le montre, j'en suis au tome 9 dans ma lecture. Il faut savoir qu'au tome 9, en fait, on est déjà sur un début de nouvel arc. C'est-à-dire qu'il y a un arc vraiment qui se fait du premier volume au 8e volume avec une espèce de grosse bataille. Vous imaginez bien un petit peu là, les espèces de gros combats. Et surtout, une espèce de reveal assez insane qui est hyper classe. Un reveal hyper classe. Parce qu'évidemment, c'est le moment où Kaneki, on va le dire, a les cheveux blancs après. Voilà, c'est plus le même. Et je le dis parce qu'en fait, moi, je connaissais un petit peu, du coup, notre héros de par tout ce qu'on voit sur Internet. Tu vois, les mèmes, les gifs, etc. Tout ce qui peut traîner. Je le voyais qu'avec des cheveux blancs. Du coup, j'ai commencé le manga. Tu sais, en vrai, au bout du 8 tomes, j'étais en train de me dire... Mais il a toujours pas les cheveux blancs. Et au moment du 8e tome, je vois le truc se faire et je me dis ah, c'était là. Et ça a mis le temps, mine de rien. Mais c'est vrai que c'est une image extrêmement populaire, celle de Kaneki déjà avec ses cheveux blancs et donc étant déjà devenu finalement quelqu'un d'autre parce que Kaneki, c'est un personnage que je trouve extrêmement complexe et très torturé, alors qu'à la base, il est très pur, je trouve. Il est un peu une espèce de candeur. Il veut être gentil avec tout le monde. Il veut croire vraiment qu'il y a une sincérité auprès des autres personnes avec qui il parle. Et il y a donc ce fameux 8e tome qui a un vrai chamboulement, un vrai retournement de situation. Vous vous souvenez, vous, quand vous êtes arrivé à ce moment-là de l'histoire, qu'est-ce que ça vous a fait? Vous avez eu une espèce de mind blow, vous êtes cogné la tête contre un mur, je sais pas, un peu extrême. Toi, par exemple, Ringo? Disons que, comme j'avais dit, moi je l'avais découvert en animé. La scène était plutôt cool. En plus, dans l'animé, il y a plein de ce qu'on appelait des insert songs, donc des musiques avec des paroles et tout. Donc c'était un truc assez ouf. Ouais. Mais quand je suis passée en manga et que j'ai lu cette scène, parce que comme tu disais, Kaneki c'est un personnage très intéressant puisque c'est du coup il est mi-humain, mi-ghoul. Et en fait, c'est un personnage qui est tiraillé entre deux mondes. Il n'est pas assez ghoul pour être ghoul et être reconnu par ses pairs, mais il est plus assez humain pour être considéré comme un humain. Donc en fait, il est vraiment tiraillé entre ces deux mondes. Et Ishida, ce qu'il fait très bien dans le manga, c'est que Kaneki, à ce moment-là, en plus, il est pris par une folie. Et en fait, tout le long de l'histoire, c'est vraiment la folie de Kaneki et même la folie humaine qui est traitée. Et ce qui fait très bien, c'est vraiment dans le lettrage notamment, qui est très très bien retranscrit par les lettreurs de chez Glénat. En plus, c'est très très bien fait. Des répétitions de mots sans arrêt, oui. Il se répète les mots sans arrêt. Et ça prend vraiment toute la page partout. Ishida qui a vraiment un trait parfois très dur avec un pinceau, puis après il repasse avec du J-pen, etc. Il y a vraiment une grosse atmosphère qui est créée autour de ça. Même les bulles, des fois, elles sont complètement noires parce qu'il a des pensées complètement noires, Kaneki. Puis il écrit au pinceau dedans. Il y a vraiment tout cet aspect de la folie qui est fait à travers le lettrage, à travers les trames aussi, qui est extrêmement intéressant. Et ça rend le personnage déjà intéressant au niveau de l'écriture. Mais en plus, visuellement, avec tout le découpage autour, c'est un truc de ouf. Vraiment, j'étais comme une folle. Mais on a justement la régie qui nous a mis une page tirée du manga qui montre le talent de cet artiste assez phénoménal. Moi, je valide totalement 1,3 million de followers sur Twitter. Je suis allée le follower hier en mode quoi, je ne le followais pas déjà. Et du coup, je comprends quand tu vois vraiment tout ce qui se dégage de cette page. C'est incroyable et effectivement, c'est très très bien retranscrit en français. On décroche pas de l'histoire, on reste bien dedans. Et l'atmosphère, je me demande de quoi il s'inspire, tu vois, pour faire ces fonds comme ça. C'est vraiment... Enfin, quand tu vois ça, je sais pas comment tu fais pour pas aimer. Je me suis posé la question.
et je n'ai pas trouvé de réponse. Mais vu qu'on est qu'entre gens qui aiment bien, on est bien, on est à l'aise. Toi, du coup, Lloyd, quand tu vois ce genre d'illustration, ce genre de page. Alors, surtout, il y a le grand passage du manga, c'est à partir du volume 7 et 8, où il y a une vraie transformation du héros. Et c'est vrai que ce qui est hyper intéressant, c'est toute la question de la monstruosité. Et c'est vrai que Tokyo Ghoul parle de ça. Et du coup, c'est comment un héros normal devient progressivement un monstre. Et c'est là où le manga va très loin. Puisqu'en fait, on va passer par plusieurs phases. Ouais. Et le personnage va vraiment connaître une véritable évolution à 360 degrés. Et il y a une vraie réflexion aussi dans ce manga de comment gérer finalement sa solitude. Puisque ce qu'on ressent aussi à l'intérieur quand on lit le manga, il y a une profonde solitude dans Tokyo Ghoul. C'est un univers qui est urbain, tout se passe à Tokyo. Il y a tout un côté où finalement on a des personnages qui sont dans le fond très seuls et qui sont très seuls face à eux-mêmes. Et avec l'incidente question qui est comment d'arriver à vivre et à être heureux dans un environnement hostile où tout le monde cherche à s'entretuer. Et à ce niveau-là, je trouve que Tokyo Ghoul arrive grâce à son personnage principal à nous porter tout le long du manga. Et c'est ça qui est assez fascinant. Et même dans le Tokyo Ghoul Re, qui est extrêmement intéressant comme principe qu'on ne va pas révéler pour pas trop spoiler, tout le principe de Tokyo Ghoul Re est sur le papier très intéressant et pose aussi une autre question sur l'identité, qui est aussi vraiment, je pense, une des grandes thématiques de ce manga, c'est qui je suis, quoi. On pourrait se demander si Sui Ishida lui-même, en fait, on se pose des questions par rapport à lui. Toi, de ton côté, Sonic, ça te... Alors, moi, le passage aux cheveux blancs, je l'ai mal vécu. Oh. Parce que, en fait, moi, on me l'avait vendu... Enfin, on me l'avait pas vendu, mais on m'a dit, tu verras, il y a un passage... je sais pas comment tu vas réagir. Et en fait, c'était quelqu'un, moi, qui avait vu l'animé, qui avait pas lu le manga, du coup. Et du coup, je fais, je sais pas, il m'a dit, ouais, tu verras, c'est un peu violent et tout. Sauf que un peu. Vu que moi, j'étais dans le manga, en fait, il s'avère que le manga est encore plus violent. Oui, on avait parlé du fait que l'animé, il sait pas qu'il était censuré, mais il est un peu plus aseptisé, effectivement. Parce que j'ai vu le passage, du coup, après. Parce que je me suis dit, ah ouais, non, c'est pas la même. Donc du coup, je te conseille de lire quand même ce passage en manga pour que tu te rendes compte. Mais ce passage, moi, il m'a vraiment fait mal, dans le sens où j'étais là en mode, mais même encore aujourd'hui, je saurais même pas comment en parler, parce qu'il m'a tellement choqué, il m'a tellement perturbé. Je sais pas si ça vous a fait pareil, mais vraiment, comme tu as dit, ce tournant, genre 360 degrés, t'es là en mode, mais... En même temps, t'imagines l'intensité de ce qui lui arrive, et que ça dure longtemps. Voilà. Tu passes d'un personnage qui, de base, on va dire, est l'innocence, un peu, qui est vraiment, de base, c'est quelqu'un de totalement normal et tout. Le fait qu'on lui fasse subir cela, et qu'ensuite, du coup, il perd... On dirait qu'il perd totalement, en fait, son humanité à ce moment-là, et qu'il se transforme, mais t'as une transformation, mais radicale, où tu te dis, mais est-ce que c'est le même personnage qu'au début, en fait? Et quand tu vois ce qui s'est passé, au fond, t'as envie de dire, je comprends. Parce que c'est juste ce passage-là, voilà. Juste ça, c'est juste incroyable, même au niveau des dessins et quoi. Tu peux pas ressortir du manga, genre tu le poses, tu te remets en question, en fait. T'es là en mode... Qu'est-ce que je viens de lire? Mais je trouve que ça connecte vachement bien avec ce que disait Lloyd par rapport à l'identité, puisque c'est le moment où, justement, son identité, ça va être toute la question. Ah mais oui, mais totalement. Toute la question. Et vu que je le lisais, j'ai vraiment attendu, moi perso, j'ai dû attendre 2-3 jours avant de continuer, parce que je me suis dit, il faut vraiment que je me remette de ce passage. Je l'ai trouvé tellement violent que je me suis dit, waouh, peut-être que pour certains, il m'en faut peu pour me choquer. Mais vraiment. Bon, alors ne lis pas Jean, si c'était trop. Pourtant je l'ai lu. Au tout début, tome 2. Mais il m'a pas autant perturbé que. Il y a les mêmes délires. Je sais, mais je le sais totalement. Mais le truc, c'est que je pense que ça restera jamais de Tokyo Ghoul, en fait. À partir du moment où, quand c'est la première fois que tu le découvres et qu'après tu lis à Jean. Moi, j'ai d'abord lu à Jean. Je l'ai fait dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Mais on aura toujours un point de vue différent là-dessus. Bien sûr. Mais vraiment, vu que moi, c'était vraiment Tokyo Ghoul en premier et Ajin après, du coup, Ajin m'a beaucoup moins perturbé que Tokyo Ghoul. Et vraiment, je pense qu'il y en aura aucun qui me fera autant peur, on va dire, que ce que j'ai vu dans Tokyo Ghoul. Puis ce qui est intéressant, c'est que en tout cas, Sui Ishida s'est beaucoup inspiré des Métamorphoses de Kafka, donc qui est un grand classique du fantastique, où comment un homme se transforme petit à petit.
C'est un titre très important dans l'histoire du fantastique et un peu dans l'horreur. Et c'est vrai que c'est ce moment-là où finalement c'est la métamorphose du héros de Ken Kaneki. Et c'est aussi ce moment où il va tendre pendant un mandat du manga vers une forme de radicalité politique, puisque c'est un titre assez politique sur ce qu'il dit Tokyo Ghoul, avec des visions de la société qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des confrontations justement, les humains contre les ghouls. C'est ça, et ceux qui pensent qu'il est possible de vivre ensemble entre humains et ghouls. Ce qui est, en tout cas, une partie du manga tend vers ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là où le héros va commencer à partir dans quelque chose de beaucoup plus radical politiquement. Et ça, c'est un manga qui est beaucoup plus subtil qu'on ne le pense, Tokyo Ghoul. Et c'est pour ça que c'est dommage que, moi, je trouve qu'on n'en revient pas assez dessus. Parce que sur la notion de vivre ensemble, et ce qui est en lien avec la vie de Suishida, en fait, qui lui vient d'une famille chrétienne. Donc les chrétiens, c'est assez rare au Japon, on le précise. C'est une minorité, c'est vraiment une minorité. Et lui, c'est toujours vu entre deux mondes, entre une famille chrétienne assez rigoriste qui voulait pas qu'il fasse du manga et qui dessine, et lui, son envie de faire du manga et de suivre ses amis dans une société nippone plus classique. Et c'est vrai que le fait de vivre ensemble et de faire des choix, c'est les autres grandes thématiques je pense, de Tokyo Ghoul. Bah moi je suis entièrement d'accord avec toi. En plus tu as cité Kafka, il y a aussi Freud aussi qui l'influence beaucoup, et notamment sur sa vie en tant qui vient d'une famille chrétienne. Et en plus il a beaucoup déménagé quand il était petit. Alors il dit que ça n'a pas forcément influencé sur le fait que Kaneki soit seul, etc. Il avait des amis, c'était pas non plus le vilain petit canard, mais ça reste quand même une œuvre, comme tu dis, au final très personnelle pour lui, où il met beaucoup de lui, beaucoup de ce qu'il aime. C'est limite un exutoire. Quand il a fini l'œuvre, il a dit si je suis libéré, c'est une libération après 7 ans de Tokyo Ghoul quand même, parce que c'est ce qu'il dit en faisant le manga. Il dit j'étais pas heureux en le faisant, c'était pas un plaisir mine de rien, donc c'est quand même un peu bizarre, sachant que c'est ce qu'il voulait faire, mais à partir du moment où il faisait son œuvre et il était dessus, c'était quand même plus une tâche qu'autre chose, c'était limite un devoir. Et de se dire qu'il était limite dans la douleur en le faisant, il transmettait cette douleur à ses personnages. Et, un petit peu sadique quand même, Ishida, de toute façon ça se voit dans ses planches. Et je trouve ça hyper intéressant aussi ce côté-là chez Kaneki, comme tu disais, qui cherche son identité. Et on le voit à travers tout Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Il a les cheveux blancs, il a les cheveux noirs, puis après... il y a un mélange des deux. Enfin, vraiment, à chaque fois, il change il y a un mélange des deux, clairement. D'accord, je note. Il y a même des fois, il prend limite l'apparence de quelqu'un d'autre. Je vais pas, je vais pas dire qui, mais il ressemble beaucoup à quelqu'un d'autre. Voilà, dans Tokyo Ghoul Re, il y a vraiment cette quête d'identité, de savoir, comme tu disais, qui je suis en fait. Et c'est ce qu'il dit au tout début, si je devais être le héros, je serais le héros d'une tragédie. C'est les premières phrases du coup de Tokyo Ghoul qui sont un peu cultes maintenant. Et c'est clairement ça. Et à la fin de Tokyo Ghoul Re, justement, il y a la boucle est bouclée et répond finalement à ses premières lignes. Et je trouve ça vraiment incroyable de ce côté-là. Mais écoutez, je ressens beaucoup de choses très similaires, sachant que je ne suis même pas encore arrivée au bout de la première série. Mais c'est vrai que c'est encore ce décalage quand tu n'es qu'aux premières pages et que tu te dis bon, ça a l'air un peu classique. Ah non, effectivement, ça commence à prendre des proportions auxquelles je ne m'attendais pas. Ça va très loin aussi, finalement, dans des aspects un peu malsains, mais qui sont intéressants à développer, puisque du coup, je pense qu'à travers cette confrontation entre les ghouls et les humains, qui d'ailleurs, dans les deux camps, ne pensent pas non plus de la même manière, finalement, ça va créer une confrontation qui va amener une réflexion, aussi bien pour le lecteur, pour montrer qu'on est tous différents. On peut faire partie d'un groupe ou d'un autre, ou pas du tout, cet aspect très seul, qui je pense en plus doit marquer encore plus l'auteur Suishida, parce qu'en plus au Japon il y a cet aspect vraiment très sociétal qui fait que on est très groupiste de manière générale. On est rarement seul. C'est quelque chose qui est plus occidental dans l'idée d'être éventuellement individualiste. Alors qu'en fait, au Japon, il y en a vraiment besoin de faire partie d'un groupe. On en avait parlé lors du Live Tokyo Revengers, parce que justement, le fait d'être ou dans un gang, ou en tout cas dans un groupe, peu importe lequel, c'est hyper important. On a besoin d'être entouré, on a besoin de faire partie de quelque chose pour pouvoir avancer. Être seul, c'est extrêmement mal vu. Et du coup, je pense que c'est encore plus intense pour lui de le ressentir avec effectivement cet aspect très, très solitaire dans sa situation, puisque, en tout cas, au début, il a un peu sale, il a un peu le cul entre deux chaises, puisque du coup il est à moitié ghoul, à moitié humain, il a son cœur d'humain, il a son aspect un peu ghoul, il y a une lutte intérieure, en tout cas vraiment beaucoup au début. J'ai bien compris qu'après par la suite, du coup, il vivait pleinement sa solitude, et que c'était un peu compliqué, mais d'une autre manière. Et donc c'est vrai que c'est un titre qui nous emmène plein d'émotions,
Et même les sensations, parce que quand on... Bah voilà, genre ça. Est-ce que quand tu vois une page comme ça, est-ce que t'as pas un peu mal à ton propre cou? Tu fais ah, il est très fort, je trouve, ouais, pour la transmission. C'est très, vraiment, c'est viscéral, vraiment comment il dessine. Et ça se ressent plus au début de l'œuvre, alors que je ne sais pas si vous pensez la même chose, mais plus on avance dans l'œuvre, notamment Tokyo Ghoul Re, où là par exemple la planche elle est parfaite pour expliquer ça, il y a beaucoup de trames utilisées, beaucoup de nuances de noir, etc. Ouais. Et plus on va avancer, et plus il va plus se concentrer sur des aplats de noir et l'utilisation du pinceau, etc. Et il va laisser plus en retrait les trames. Donc du coup on va vraiment avoir un combat entre le blanc sur les planches et le noir, et très peu de gris entre les deux, et ça rend du coup vraiment un duel entre le bien et le mal un peu qu'on peut retrouver dans Tokyo Ghoul, et c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup, sachant que pour moi, même si y en a beaucoup qui vont dire les ghouls sont le mal, pour moi il n'y a pas plus humain qu'une ghoul. Très clairement. Ah bah, on est clairement sur quelque chose de très objectif. Il y a pas de, c'est pas blanc et c'est pas noir. On est justement sur ces fameux titres. Je pense à un autre titre où il y a des trucs colossaux là, pour pas en dire trop. C'est même délire dans le sens où il n'y a pas forcément des gentils et des méchants. En fait, on est là pour essayer de vivre, de survivre. Les ghouls le disent beaucoup d'ailleurs. Ils essayent de survivre. Ils n'ont pas le droit d'exister si on se base évidemment juste sur les humains. Donc c'est vrai que cette confrontation qui est très politique aussi, je trouve, comme tu disais, Lloyd, qui va sûrement beaucoup plus loin dans les tomes suivants, vu que je n'en suis qu'au début. Est-ce que tu peux la développer d'ailleurs par rapport en fait, à cette rivalité entre ces deux entités? Alors il y a évidemment il y a plusieurs entités qui s'affrontent dans Tokyo Ghoul. Il y a le CGC donc, qui représente, on va dire, la police anti-ghoul, qui a un groupe paramilitaire de choc qui a comme mission de traquer les ghouls et de les tuer. Et il y a évidemment en face des ghouls qui sont réunis en différentes factions. Il y a celle d'Aogiri qui est une faction beaucoup plus violente et qui souhaite se battre frontalement contre le CGC, et une autre faction qui essaye de se cacher et qui essaye de vivre en harmonie avec les humains. Moi je pense que ce que dit Tokyo Ghoul, c'est un peu comme ce que dit Frank Herbert dans Dune. Ça veut dire méfiez-vous des leaders charismatiques. C'est-à-dire que dans Tokyo Ghoul, que ce soit dans tous les camps, on a des espèces de leaders charismatiques qui cachent totalement leur jeu. Et en fait, la morale du manga est aussi de prévenir et de faire attention à tout type de leader charismatique, qu'il soit dans le bon camp ou dans le mauvais camp. Et à ce niveau-là, ça c'est assez intéressant, puisqu'il y a toute une dimension de manipulation et de complot qui est très développée dans tout ce qui est manga et animé. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est assez fort. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Shu, qui est un dandy égocentrique, alias le gourmet. Lui Voilà, c'est un personnage qui, au fur et à mesure des aventures, va prendre une dimension de plus en plus intéressante parce qu'il va être pris par une cause. Et en fait, c'est l'autre fait de Tokyo Ghoul. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages principaux qui sont, ou les différents personnages qui sont souvent solitaires ou souvent solo, vont se rallier à une cause commune et qui fait qu'ils vont pouvoir changer. Donc ça, c'est aussi l'autre grande thématique de Tokyo Ghoul, j'ai l'impression, c'est de se rallier à une cause qui permet de fédérer les uns et les autres. Et tu as montré les dessins, et pour en revenir, c'est vrai que Suishida, il a souvent dit en fait qu'il s'était beaucoup, au début, qu'il a commencé à dessiner, puisqu'il dessine aussi sur palette graphique, il s'est beaucoup inspiré du travail de Togashi, de Yoshiro Togashi et du personnage d'Isoka. Et en fait, souvent, on lui a fait des réflexions en lui disant mais quand même, ton dessin, ça fait penser à d'autres mangas très connus. Et lui n'hésite pas du tout à dire vers quoi il s'est inspiré. Et ce qui est intéressant qu'on voit, c'est tout le travail sur le noir et notamment toute la fluidité des combats. Plus on avance dans le manga, plus c'est fluide. Au début, c'est un petit peu brouillon, et plus on avance, plus c'est d'une efficacité. Quand on lit Tokyo Ghoul Re, c'est assez impressionnant de voir que les combats font moins de pages, mais sont hyper efficaces. Donc voilà. Je suis entièrement d'accord, surtout que pour revenir sur le dessin, parce que quand même c'est assez incroyable. C'est un des aspects les plus importants de son œuvre. Ah mais clairement, parce qu'on parle du dessin qu'il y a dans les tomes, mais tu l'as montré tout à l'heure en montrant le tome 9, par exemple, les couvertures avec cette espèce d'aquarelle là, elles sont complètement dingues. Et je trouve ça incroyable avec ce fond jaune là justement sur la couverture du tome 9. Ça fait très doux, et par moments ça peut aller le 14 c'est beau aussi. Le 14 il est quand même exceptionnel, c'est magnifique. On est d'accord que c'est Kaneki, je suis pas folle. C'est Kaneki. Les cheveux blancs là, c'est lui. Je suis complètement d'accord. Les couvertures, mais rien que les couvertures, mais je suis désolée, c'est un des meilleurs arguments de... Vraiment, la couverture du tome 14, pour moi,
mais c'est une œuvre. Tu la mets en grand On fait chez un toi. poster, un Ah mais poster, vraiment, on l'encadre. mais elle est On veut tout ça. incroyable. C'est un style graphique que je trouve exceptionnel. Vraiment, les couvertures de Tokyo Ghoul, même les dessins ou quoi, en fait, ça, même si c'est un peu différent du dessin manga ou autre, en fait, ça se rappelle quand même en fait aux pages. Je ne saurais pas comment expliquer. Je cherche mes mots. Oui, qu'on arrive à reconnecter entre les illustrations Voilà, on a quand même, et, on voit les dessins du une manga. connexion entre vraiment la couverture et les dessins. Et les couvertures, moi, je suis archi fan des couvertures. Mais c'est super cool parce que vraiment les couvertures elles font très douces pour la plupart, même quand un personnage se tire les cheveux sur la couverture et au final ça fait vraiment jurer avec ce qu'il y a à l'intérieur alors que c'est complètement sanglant. Et le style que j'aime beaucoup d'Ishida, c'est que je trouve qu'il a un style très aérien. Et on le retrouve tout aussi bien dans Tokyo Ghoul Re et Chojin X. Il est beaucoup dans les prises de vue dessus. Il y a beaucoup de personnages qui viennent du dessus, ce genre de choses. Puis même les ghouls avec leur kagune, du coup leur espèce de... je ne saurais pas dire leurs armes qu'ils ont dans le corps. Oui, les kagune, Oui, voilà. vu que c'est le terme du manga. Ouais, leur mandibule, oui, voilà. Mandibule, bien, mais oui, mandibule. comme les araignées. Ça, c'est beau. C'est bien, ouais, effectivement. Et bah, ça fait très. Par exemple, il y en a qui sont des kagune ailés, de type ailé, donc du coup qui peuvent voler, etc. Et il y a toujours cette espèce de point de vue du ciel à chaque fois, comme si ça s'abattait. Il y a des pages, j'ai hâte que tu en arrives là dans Tokyo Ghoul Re, tu verras qu'ils sont incroyables. Je pense notamment au premier chapitre du tome 14 de Tokyo Ghoul Re, il me semble, où il y a plein de choses qui, comme s'ils venaient du ciel, et le chapitre complet, j'ai trouvé ça incroyable et totalement muet. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Tokyo Ghoul. Tu le disais à un moment, il y a beaucoup de personnages qui s'accumulent, et des fois je trouve qu'effectivement ça fait un peu chargé, il y a beaucoup de bulles, etc. Mais il y a des moments, et ça j'apprécie beaucoup dans mes lectures, où en fait c'est le silence, le calme plat, alors que ça explose de partout, alors qu'il y a une intensité. Il va y avoir des doubles pages toutes noires avec un petit point blanc pour dire quelque chose, vous verrez. C'est vraiment hyper intéressant ce qu'il essaye de faire en fait tout autour de ça, vraiment les points de vue, les angles, etc. C'est un truc que j'aime énormément chez lui. Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est de voir en termes de ligne éditoriale à quel point le titre est cohérent avec d'autres titres de chez Glénat. Ça veut dire que C'est impressionnant. entre Berserk, Blame, Tokyo Ghoul, Parasite. Un petit peu Agine, mais Parasite, totalement. Voilà. Et en fait, c'est rigolo parce que dans le côté noirceur, parce que c'est des titres assez noirs, assez pour adultes, mais en termes de dessin, on pourrait, même de thématiques, on pourrait totalement les relier. Et c'était assez rigolo, je me faisais la réflexion en préparant ce live, en me disant qu'en termes de DA, tu avais 4 titres très forts et qui ont un peu les mêmes thématiques et qui sont chez Glénat, donc c'est assez rigolo de le dire aussi. Oui, Parasite, justement, j'aurais bien voulu faire un peu pas une corrélation exactement, mais c'est vrai que ayant lu tout Parasite, qui est merveilleux, qui est une œuvre incroyable, mais en fait Parasite, c'est vrai que cette réflexion qu'il y a une fois de plus entre les humains et finalement les parasites et les gens, on va dire parasités, mais qui sont à mi-chemin, comme le héros Shunichi, il me rappelait, en fait Shunichi me rappelait vachement Ken Kaneki, juste le personnage n'est pas traité de la même manière parce que c'est vraiment deux protagonistes différents, mais je me suis dit ils ont un dilemme similaire et des deux manières, ils passent par des phases assez violentes. Juste, Shunichi n'a pas ce moment de transformation où tout bascule. Lui, c'est quelque chose qui se fait vraiment beaucoup dans la progression. Et je me suis dit, mais il y a tellement d'œuvres effectivement qui peuvent un petit peu comme ça, voilà, se poser côte à côte. Et après, on fait des super recos aux gens qui en ont kiffé un d'entre eux, tu vois, et on les met tous dans le même panier. Et c'est vrai que je me disais, ah, c'est marrant, c'est aussi chez Glénat. C'est une petite petit détail sympa. Moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans Tokyo Ghoul, c'est vraiment le risque qu'a pris Ishida. Parce que tout Tokyo Ghoul, quand même, les 14 premiers tomes du coup de la première partie, oui. Il a construit un univers, il a créé des personnages, il les a travaillés, etc. Sans trop en dire, dans Tokyo Ghoul Re, il prend un énorme risque en contrebalançant tout ça et en prenant le risque de gâcher tout ce qu'il a fait auparavant. Il a pris ce risque-là et ça a marché. C'était vraiment un coup de poker qu'il a fait. Et vraiment, en fait, c'est comme si on parlait de choses A durant tout le truc, et au lieu de passer au B, on passe au Z tout de suite. Il prend vraiment le lecteur à contre-pied, et il avait peur, en fait, que les lecteurs, en fait, lui en mettent plein la tronche. Mais il s'est dit, je vais les provoquer, je veux les titiller, je veux voir ce que ça va leur faire. Et effectivement, il s'en est pris plein la tronche, clairement, dès qu'il a commencé Tokyo Ghoul Re, parce que beaucoup de gens étaient très énervés. Mais c'est clairement ça, en fait, que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il a un truc à dire, et il va le dire, il va y aller, peu importe ce que les gens vont en penser. Il y va, il tente, il va peut-être échouer, il va peut-être rater, ça va peut-être pas passer,
mais il y va. Et pour ma part perso, c'est complètement passé. C'était incroyable ce qu'il a réussi à faire. Justement, on va parler un peu de Tokyo Ghoul et Re. Là, c'est plutôt vous, hein, évidemment, qui allez me diriger moi, puisque je ne les ai pas encore lus. Mais effectivement, c'est une suite qui est directe. Normalement, les événements, en tout cas au début de cette série, se passent 2 ans après un gros truc qui se passe à la fin de Tokyo Ghoul. Dans le tome 14, a priori, voilà, il y a des gros bails, comme on dit. Et du coup, quand on commence Tokyo Ghoul et Re, on est beaucoup plus tard et tout de suite, il y a une tripotée de nouveaux personnages. Vous étiez perturbé tout de suite dès les premières pages? Moi, pour ma part, j'ai trouvé que ça allait. C'est vraiment plus on avance dans Tokyo Ghoul Re, et c'est pour ça, pour le live, du coup, j'ai tout relu à la suite. Wow. Très mauvaise idée, prenez votre temps, vraiment prenez votre temps parce qu'il y a beaucoup d'informations. Vu que tu parlais du coup du CCG, il y a beaucoup de personnages dedans, il est hiérarchisé. Puis après, comme tu le disais, il y a des factions de ghouls différentes. Puis elles-mêmes, elles ont des sous-factions, etc. C'est très très compliqué, c'est très bourratif en plus en si peu de tomes, on va dire, pour autant de personnages. Mais au final, c'est quand même bien fait. Les personnages, ils sont pas là pour décorer. Ils ont tous une histoire. Ils ont tous des choses à dire, un avis à apporter, une opinion. Ils sont tous très bien construits. Donc moi, j'étais un peu perturbée par toutes ces informations. Mais quand on prend son temps, quand on y va tranquillement, ça passe tout seul, très clairement. Et toi, Sonic? Alors, moi, encore une fois, c'est un peu différent. Non mais c'est bien, c'est parfait, des avis non mais c'est parfait, c'est génial, merci. En gros, j'ai eu du mal à me mettre dedans au début. Ah. En fait, comme je t'ai dit, en fait, le truc c'est que moi, Tokyo Ghoul normal, on va dire, m'a tellement transporté. Ouais, que quand j'ai commencé Tokyo Ghoul, alors moi je dis RE, je dis pas RE. Tu peux dire RE. Moi je dis que Tokyo Ghoul RE, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans et à me dire genre ouais. Genre on va aller dans, pareil, comme tu as dit, en fait, dans un autre endroit et qu'il a pris des risques, justement. Et je pense que si j'avais connu Tokyo Ghoul à l'époque où justement il a sorti Tokyo Ghoul RE, j'aurais peut-être fait partie des gens mécontents. J'imagine. Vraiment, je pense que faut toujours... faut essayer parce que c'est la suite quand même. Et quand tu as vraiment aimé une œuvre, tu as envie de... Tu dis qu'il y a une suite. Tu veux pas que ça s'arrête savoir... vraiment, en fait. Voilà, exactement, tu as envie de savoir la suite. Donc du coup, moi, j'ai commencé à me mettre dedans et tout, puis j'étais là en mode... Ah ouais, pourquoi pas, mais bon, c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais ouais, ok. Après, j'ai quand même continué parce que j'ai bien aimé par la suite, mais vraiment au début, moi, j'ai eu un peu de mal. Mais c'était moi. Alors du coup, Lloyd, dans quel camp tu te positionnes? Du côté des ghouls ou du côté des humains? Non, moi j'ai été assez choqué parce que et ça m'a plu parce que en fait, ce qui est super avec Tokyo Ghoul, c'est qu'on est surpris. Et comme le titre est radical, en tant que lecteur, on se dit, il y a des moments où on se dit waouh, ok, il nous prend un contre-pied. La fin de Tokyo Ghoul, la première série, elle est hyper traumatisante. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est vraiment la grande tragédie shakespearienne du début jusqu'à la fin. Et tout le côté fantastique, puisqu'en fait, on n'a pas encore parlé, mais Tokyo Ghoul, il y a une forme de réécriture du mythe du vampire. Tout ce côté très fantastique, très noir, très sombre, disparaît, entre guillemets, on va de l'ombre à la lumière. Ah oui, et donc Tokyo Ghoul Re, les premières pages, c'est vraiment, on passe, et d'ailleurs Suishida le dit très bien, c'est autre chose. Donc au début j'étais un peu surpris parce que je me suis dit ok, il nous prend un contre-pied, et au fur et à mesure de la lecture du manga, j'ai vraiment été impressionné parce que c'est encore plus complexe que finalement la première série, même si il y a des séquences et notamment des personnages qu'on ne voit plus qui moi m'ont fait mal au cœur, mais je pense comme beaucoup de lecteurs de la première série de Tokyo Ghoul, il y a des personnages qu'on ne voit plus, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce manga aussi, c'est qu'il n'hésite pas à tuer ses personnages. Et vous ça, c'est l'apanage des grands mangas, c'est ceux qui n'hésitent pas à sacrifier leurs personnages à des bonnes raisons. Et c'est vrai qu'entre Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, et même à la fin de Tokyo Ghoul Re, il y a un petit peu de il y a du ménage. Oh là là, ça y est, maintenant je suis super stressée. Oh là là, quelle angoisse. Mais justement, effectivement, par rapport à Tokyo Ghoul Re, tout l'aspect fantastique dont tu parlais, qu'on n'a pas tout à fait évoqué, il y a une réécriture du concept même de la ghoul aussi, puisque c'est aussi une créature fantastique qui existe dans bien des contes et dans d'autres séries également. Donc le concept de la ghoul, moi personnellement, je l'avais rarement vu. J'ai beaucoup plus vu du vampire, par exemple, ou du loup-garou éventuellement aussi, dans du manga, vraiment spécifiquement. La ghoul, pas trop
trop, c'est assez rare encore. On peut également voir un parallèle avec le concept du zombie. Moi, je le voyais plus avec, on l'a dit tout à l'heure, l'œuvre Parasite. Je me disais, c'est un truc dans son corps finalement, et il a du mal à le gérer. Donc ça me rappelait beaucoup Miggy. En fait, c'est vrai que la goule, donc ça vient des Mille et une nuits. C'est un djinn à base de goule. Mais je ne savais pas, ça vient des Mille et une nuits. Et c'est vrai que l'occidentalisation de la goule, elle arrive au 19e siècle avec Edgar Allan Poe, au 20e siècle avec Lovecraft, ou encore avec Paul Féval, qui est un auteur français qui a écrit sur le vampire. Mais au tout départ, c'est quoi la goule à l'origine? C'est un monstre qui se nourrit des cadavres dans les cimetières. Voilà. Ah ben on a un peu déformé cette pauvre créature qui voulait pas nous faire du mal à la base. Et après, c'est arrivé, on va dire que pendant longtemps, on l'a relié au vampire comme étant en lien avec le mythe du vampire, donc soit soit d'un esclave du vampire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans Tokyo Ghoul, il y a tout ce qu'on retrouve dans des grandes œuvres vampiriques, que ce soit toute l'œuvre de Anne Rice, Entretien avec un vampire, oui. que ce soit Dracula, ou même True Blood. On a différentes thématiques qu'on retrouve du vampire, qu'on retrouve en fait dans Tokyo Ghoul. Notamment avec un héros le côté assoiffé, besoin de se nourrir. Incontrôlable parfois. Vivre ou pas avec les humains ou les détruire. Donc on retrouve plein de choses du mythe de vampire qui a été réactualisé ces dernières années. Et c'est super que la goule a été repensée en fait, parce que c'est vrai que c'est une créature qui est pas si populaire que ça, et grâce à Tokyo Ghoul, elle existe pleinement. Pour la goule, ce que j'aime bien, c'est que, comme tu disais, c'est des créatures qui viennent des Mille et une nuits, qui se nourrissent de cadavres dans les cimetières, et surtout des femmes, la plupart du temps. Attends, les femmes sont des ghouls, c'est ça que tu veux dire? Les ghouls, à la base, c'est des femmes. Ce sont des créatures avec de longs cheveux, etc. Moi, ça m'a fait beaucoup, du coup, penser à Lise, du coup, lycée qu'on a au début, qui est quand même le point de départ de tout. Ça m'a fait penser un peu à ça, la goule. Comme on la connaît, la première goule qu'on rencontre, ça va être elle. Et c'est la goule que j'ai en tête, que j'ai rencontrée dans mes lectures, etc. Notamment les longs cheveux, une femme notamment qui mange du coup les cadavres. Et comme toi, ça me fait plaisir de voir cette goule remise sur le devant de la scène, parce que sinon, en temps normal, c'est juste un monstre à tuer dans des jeux comme The Witcher par exemple. Donc c'est vraiment cool qu'on puisse remettre ce genre de créature sur le devant de la scène, parce que on compare souvent les ghouls de Tokyo Ghoul justement aux zombies ou aux vampires, qui est quand même ils ont beaucoup été utilisés ces dernières années dans les médias. Énormément. Et moi je trouve que c'est un vent d'air frais d'avoir une nouvelle créature qui était un petit peu méconnue, qui est remise sur le devant de la scène. Et par rapport aux caractéristiques de la goule, j'ai l'impression d'être un professeur, le sensei de la goule. Là, il y a un personnage d'ailleurs dans Tokyo Ghoul qui passe tout le temps à la télé, qui est genre un professionnel de la goule. Et les ghouls, elles sont là à chaque fois, mais ils racontent n'importe quoi. Je fais, oh, ça me rappelle la réalité. Ça arrive souvent. Mais le concept de cette goule-là, puisque dans cet univers-là, chaque univers, pareil, le vampire n'est jamais le même selon l'artiste qui décide de traiter cette thématique. Mais ici, par exemple, on peut tuer une goule en lui tranchant la tête, lui arrachant le cœur. Attendez, c'est quoi les autres possibilités? Je crois qu'il y en avait une troisième, mais je sais que par exemple dans d'autres œuvres, il y a un autre shonen qui est actuellement encore en cours de publication en France, où il y a le héros, c'est une goule. Mais alors, pas du tout le même délire, parce que là on peut lui trancher la tête. Il n'y a aucun souci. La petite tête, elle est là, elle roule par terre, elle fait oh bah dis donc, je vais attendre que mon corps se reconstruise. Très pratique d'être une goule, je trouve, un peu le personnage invincible. Mais ici, dans l'œuvre de Suishida, bah non, la tête tranchée, là, ça ne marche pas. Alors après, on se rend compte que plus les ghouls sont puissantes, plus elles peuvent se régénérer vite. Et on le voit très bien dans Tokyo Ghoul Run, notamment avec de sacrés monstres qui, en fait, même si tu leur coupes quelque chose, tout de suite, elles se recollent. Donc ça donne des beaux duels aussi, ouais. Ah, le flip, ça me rappelle encore une autre œuvre, mais la connexion, là, je vais chercher un peu loin. Dragon Ball Z avec Cell. On lui enlève des bras et tout, puis ça ressort tout de suite. Quelle angoisse dans un combat. C'est un peu pareil, du coup, j'imagine, dans les combats. J'ai pas encore vu les monstres dont tu parles, qui peuvent tout de suite repoper tous les membres de leur corps en 2-2. Ce qui est intéressant surtout, c'est que Ishida, il le montre tout de suite directement avec Kaneki. C'est qu'il y a les humains, il y a les ghouls. Et il y a les humains ghouls en fait qui sont les deux. Et plus on va avancer, plus en fait on va se rendre compte qu'on est limite dans de la transhumanisation, où on va clairement prendre des humains, leur implanter des greffes comme a eu Kaneki. Ça c'est ce que je me suis spoil hier sur internet pour pouvoir préparer. J'ai fait ah mon Dieu, mais quelle idée incroyable. J'étais bluffée. Au final, de se dire que ceux qui travaillent justement le CCG, cette fameuse police des ghouls, utilisent les membres des ghouls pour construire leurs armes. Ces fameuses, je sais pas si je le prononce bien, quinques. Moi je disais quinques. Oui, moi je disais quinques.
quinque Oui, aussi. voilà, je disais quinque, à la française, cocorico. Bah ouais. Du coup, voilà, Moi même aussi. eux, ils prennent ces membres de ghouls pour créer leurs propres armes. Et au final, dans cette espèce de dualité entre ghouls et humains, on voit dès les premiers tomes une petite fille qui est une ghoul avec sa mère, et sa mère qui se fait tuer devant ses yeux d'une façon horrible. Et en fait, l'inspecteur qui, au final, veut protéger les humains, il a un objectif très noble, on peut pas le nier. C'est aussi la manière de faire. Ils essayent même pas d'avoir une conversation avec les ghouls. Et c'est pour ça qu'Kaneki, en fait, il est vraiment entre ces deux mondes pour montrer ça. Il y aura de plus en plus ça. Et une relation que j'ai vraiment adorée dans Tokyo Ghoul, c'est celle d'un inspecteur qui s'appelle Kotaro Amon, avec le fameux prêtre Donato, que j'ai trouvé exceptionnel, et la fin de Et leur on parlait relation, du notamment. christianisme tout à l'heure, il y a Voilà. des connexions. Ah voilà, il y a beaucoup de christianisme du coup dedans. C'est limite, je trouve, une œuvre très biblique finalement, qui traite de plein de choses comme ça. Et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, parce qu'on est beaucoup dans l'émotion aussi, notamment très souvent avec des gros plans sur les personnages. Comme ça. Voilà, avec des Tu gros viens de plans le dire, exactement tac, tac. comme ça. Des fois, il y a même Carré. des doubles pages où j'ai l'impression qu'il prend juste un crayon. Et je sais pas, c'est toujours dans sa folie. Il a la folie de Kaneki. J'ai l'impression qu'il fait comme ça et il s'arrête plus vraiment. C'est un artiste qui peut plus s'arrêter. Et les traits partent dans tous les sens. C'est un truc qui me plaît énormément dans Tokyo Ghoul Puis, et Tokyo Ghoul Re. Ce qui est intéressant, et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'on a beaucoup de personnages traumatisés, alors que un des autres thèmes du manga, c'est la reconstruction familiale. C'est-à-dire qu'on voit des personnages qui essayent de se créer des familles à travers leurs différentes factions, que ce soit le CGC, que ce soit le café, que ce soit... Et c'est pour ça que je pense qu'on arrive aussi à autant s'attacher aux personnages, c'est qu'on est quand même face à des grands traumatisés à tous les étages. C'est pour ça que je dis clairement que pour moi, les ghouls, c'est la représentation C'est la les plus plus humaine. humaines. Voilà. Parce que on va avoir les humains classiques qui sont. on va Chou, dire, chou à part. Chou, on l'enlève. Chou, il a pas, mais je l'adore. ça va pas. Chou, ça va pas. Je l'adore, cet homme. C'est vrai. Il est vraiment Ah, trop cool. m'angoisse tellement, tu t'imagines Quand que il je le lâche vois ses apparaître petits mots sur en une page, anglais et en italien, je suis fan. C'est vrai. J'adore. En plus, dans l'animé, je l'entends très bien avec sa voix. Mais oui, vraiment, je trouve que les humains dans Tokyo Ghoul vont plus être les humains, on va dire, dans une société, ce qu'on est vous et nous. Et les ghouls, ça va vraiment être l'humain à la base même, la survie, vraiment. Un humain, c'est ça en fait, à la base, c'est la survie. Quand il n'est pas dans une société, etc., c'est il faut que je mange, il faut que je survive, c'est l'instinct primaire. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Tokyo Ghoul, c'est vraiment les ghouls qu'on pense si éloignées de nous parce qu'elles mangent des humains, elles ont des pouvoirs, elles peuvent se régénérer, etc. Au final, je trouve que c'est les plus proches de ce qu'est l'homme à la base. Bon, après, ça, c'est tout un délire philosophique. C'est les réflexions qu'on essayait d'avoir aussi un peu depuis tout à l'heure. Mais en fait, on va commencer à parler de l'autre œuvre de Sui Ishida, parce qu'en fait, mine de rien, il y a quand même aussi encore ici des connexions que je trouve très intéressantes. Et avant de commencer à parler de Shojin X, qui je le rappelle arrivera en octobre en France, le premier volume en tout cas sortira à ce moment-là, et très rapidement, en 2 ou 3 semaines après, le tome 2, on n'a jamais vu une rapidité pareille pour avoir un deuxième volume. On va juste vous rappeler qu'il y a un concours actuellement pour gagner des petits goodies. Alors j'ai plus de détails, puisqu'il s'agit de 3 goodies Tokyo Ghoul de chez Abyss Style, et il y aura 3 gagnants. C'est quand même hyper cool. Du coup, si vous voulez participer, je vous rappelle rapidement qu'il suffit de taper un mot sur le chat. Il s'agit du mot Ghoul, Ghoul, et le tirage au sort se fera d'ici quelques minutes. Quand le live sera terminé, les gagnants seront annoncés sur le chat. Donc bonne chance à tous. Je suis curieuse de voir les petits goodies en question. Et donc par rapport à Shojin X, cette nouvelle œuvre qui a débuté du coup en 2021, on avait vraiment hâte de retrouver un titre de Sui Ishida quand on a autant aimé Tokyo Ghoul. Et en fait, dans ce titre-là, on va suivre plusieurs personnages. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa manière de pas être clair. Je trouve qu'il n'est pas très clair, mais finalement, c'est quelque chose qui me semble assez naturel. Une fois que j'ai commencé Tokyo Ghoul, je me dis, ah ouais, en fait, c'est logique. Parce qu'au début, on va suivre une demoiselle qui s'appelle Ellie. Elle est dans un avion. On se dit, bon, jusque-là, ça va. Elle a un voisin de voyage un peu bizarre. Ah, pas de chance, c'est pas une ghoul pour le coup, c'est ce qu'on appelle un chojin, si je le dis à la japonaise. C'est une espèce d'humain au pouvoir un peu surnaturel. Après, le mystère évidemment, pourquoi, comment, d'où viennent ces chojin, c'est quelque chose dont on aura, je l'imagine, les réponses plus tard. Et cette jeune Ellie, qui en tout cas a l'air jeune, elle cultive des tomatoes, qui grosso modo me semble être vraiment des tomates. Un indice également dans la sonorité du mot. Je vous le dis direct, un gros accident d'avion, puisqu'évidemment le Shojin fait tout péter, il explose tout, on pense que ça va être la catastrophe. Sauf que Ellie, en fait, elle va s'en sortir et elle sera plus tout à fait la même derrière. Ensuite, on a également les lycéens, c'est-à-dire qu'on passe de l'avion à des lycéens qui s'appellent Tokyo Kurohara ainsi que
Azuma Higashi. Et en fait, ils vont avoir une altercation, enfin une grosse altercation, avec des voyous. Et l'un de ces voyous s'est procuré une substance illicite a priori. Il se l'injecte et devient un Chojin. Il va du coup essayer de combattre et de rabattre leur caquet à ces deux jeunes lycéens qui du coup, pour se défendre, vont eux aussi s'injecter cette substance qui traînait un peu là par hasard. Et du coup, ça va être le début de vraiment l'histoire de Shojin X. C'est vraiment l'intro, c'est vraiment ce que vous voyez sur les premiers chapitres qui sont disponibles gratuitement sur Manga Plus en anglais. Parce que la vie de toutes ces personnes va basculer. A priori, dans l'idée, c'est qu'ils deviennent quelque part des Shojin tous, chacun avec des pouvoirs et des spécificités très très différentes. Et moi, en tout cas, j'ai cru ressentir non pas un pattern similaire avec Tokyo Ghoul, mais clairement des connexions au niveau des émotions par rapport à leurs protagonistes. Et clairement, évidemment, le héros qui possède son petit... Alors, c'est pas un masque, hein. C'est pas un masque, hein. Il a une tête de piaf, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Voilà, enfin, on le voit, sur la couverture du tome 1. Et genre, il peut pas trop lutter contre ça, il a du mal à se contrôler. J'ai fait, du mal à se contrôler. J'ai déjà vu ça effectivement dans une autre de ses œuvres. Est-ce que vous ressentez un peu la même chose ou totalement différemment, Lloyd? Pour moi, pour sortir une petite punchline, c'est le My Hero Academia pour adultes, quoi. Donc moi, je trouve ça super. De toute façon, je fais partie des gens qui pensent que Sui Ishida, c'est un des plus grands mangaka actuellement. Qui, j'espère, sera à un moment donné révélé à sa juste valeur comme étant un très très grand par le public français, parce que moi tout ce que je lis, je suis très content parce qu'à chaque fois c'est une réinterprétation de choses qu'on a déjà vues. Et moi ce que j'aime beaucoup dans Shojin X, c'est qu'en fait ça réécrit pas mal de mythes, et notamment le mythe du héros, une nouvelle fois, quoi. Et moi je trouve le dessin est génial. Et moi de toute façon, quand quelque chose de Sui Ishida arrive, je regarde parce que je sais que je vais être agréablement surpris et que je vais être un peu bousculé en tant que lecteur. Et je pense que c'est ça qui est super avec cet auteur, c'est qu'il a bien conscience que ses lecteurs sont aussi de lecteurs de manga. Et des fois qu'on est un lecteur de manga, plus on vieillit, plus on a du mal à être un peu touché ou être un peu bousculé par une œuvre. C'est des fois un peu compliqué. Et c'est vrai qu'avec lui, on est à chaque fois bousculé. Donc moi j'ai lu le premier volume, j'ai très très hâte de lire la suite. Et j'espère que que ça fera autant de bruit que, voire plus que Tokyo Ghoul. Oh, et toi, Sonic, même feeling? Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé dès les premières pages, parce qu'en fait, ça m'a beaucoup rappelé Tokyo Ghoul, donc du coup, direct, je me suis dit, ça va être trop bien. L'aspect graphique, l'intensité des scènes, et même le personnage de Tokyo, qui, moi, enfin, je sais pas vous, mais moi, il m'a vraiment rappelé Kaneki au début. Il y a moi aussi. Mais vraiment, mais totalement. Genre, le côté il est seul, qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas quoi si faire. J'ai le droit de le dire, mais il y a dans les toutes premières pages, on le voit devant son miroir et il se regarde et il se dit mais j'ai fait quoi? C'est pas moi. Ah oui, voilà, c'est pas moi. Mais voilà, il dit clairement mais c'est pas moi, qu'est-ce que je vais faire? Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit mais c'est dingue là, justement la ressemblance qu'il peut avoir du coup avec Kaneki, on va dire dans sa façon, on va dire, de penser au début. Et le fait qu'il se retrouve avec vraiment ce truc à la fin, sa tête qui change complètement et tout, j'ai trouvé ça vraiment original, justement. Au début, j'ai vraiment eu cette appréhension en mode, est-ce que ça va vraiment être comme Tokyo Ghoul, ou vraiment il y aura... Voilà, ils vont rester des gens, on va dire, ça, avec des chara design un peu comme dans Tokyo Ghoul. Et au final, quand je l'ai vu comme ça, au début, je me suis vraiment dit, il va vraiment rester comme ça? C'est vraiment ça. Et ça m'a même fait penser limite rien à voir, mais à Shangri-La. Ah ouais. Au niveau des chara design, au niveau en fait vraiment la première fois qu'on le voit, juste en fait avec le bec. C'est l'oiseau qui fait ça. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Mais directement j'ai pensé à ça. Dès que je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, tiens, j'avais limite envie de prendre mon tome de Shangri-La en mode. On dirait que Sui Ishida il a des consignes, alors il faut faire des connexions avec les mangas de chez Glénat, s'il vous plaît, monsieur. Mais du coup voilà, et vraiment moi j'ai vraiment beaucoup aimé rien que le début, et je me suis dit ouais, ça va vraiment être cool. Donc du coup là pour le moment j'ai vraiment kiffé, quoi. Et même si on aime Tokyo Ghoul, rien que les premières pages, ouais, tu sais que tu vas en avoir plein les yeux, quoi. Donc du coup c'est vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup validé aimé. pour toi. Et de ton côté, Ringo? Et moi, quand j'ai lu, j'ai failli écrire un mail à Glénat en disant, je crois que vous êtes trompé de manga. Parce que vraiment, en lisant, je me suis dit, mais c'est pas Ishida.
je ne reconnaissais pas son trait. Mais non, c'est vrai. Je le trouve vraiment plus fin, notamment sur le profil des visages. Le nez, il n'est pas fait pareil, il est très, hop, il fait comme ça, tac tac, et fin, comme une espèce de carré. Je me suis dit, mais non, c'est pas Ishida, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé autre chose, ils m'ont envoyé un truc que personne ne devait lire. Et j'étais, mais ah bon? Même si j'avais vu quelques petits trucs sur Manga Plus au loin, je me disais, il fallait absolument que je le lise. Et en lisant, je me suis dit, mais c'est pas Ishida, même dans la manière de faire, la façon dont tu découpes ces scènes, vraiment, je me suis dit, c'est très étrange. Mais j'ai quand même adoré, hein, j'ai trouvé ça exceptionnel. Presque plus que le début de Tokyo Ghoul, ça m'a pris aux tripes. En même temps, il a plus d'expérience. Et il a plus d'expérience en plus. Mais là, je trouvais que vraiment, un truc aussi qui m'a marqué, c'était la grossièreté de ce qui se passe en fait, pas tant de l'histoire, parce que si quand même c'est un mec qui a un bec de vautour à un moment quand même, c'est pas rien. Déjà juste avoir un vautour en tant que personnage, c'est un peu... Après les ghouls, les vautours. Voilà, il reste dans les trucs un peu macabres, voilà. Totalement, on est toujours dans cette idée-là. Mais c'est vraiment le côté où, je vous spoil pas ce qui se passe, mais il y a un enchaînement de trucs par moment. Je me dis, mais non, c'est comme si le mec il sort et une vache tombe et puis après quelqu'un roule sur la vache. C'est pas ce qui se passe vraiment, mais je me suis dit mais ça n'a aucun sens mis l'un à côté de l'autre. Et en fait c'est ça que j'ai bien aimé, c'est le côté où j'étais vraiment déroutée, où dans Tokyo Ghoul il veut garder un truc très sérieux, comme je disais tout à l'heure, un aspect très biblique. Là j'ai l'impression juste il se fait plaisir. Et je sais pas, il note des trucs, je sais pas ce qu'il prend comme substance, mais c'est très étrange. Et j'ai vraiment été déroutée par ça. J'ai beaucoup aimé. Et surtout, je trouve que le manga, il est très épuré. Il y a beaucoup de blanc. C'est pas aussi noir, en tout cas pour le moment, que dans Tokyo Ghoul. J'ai trouvé ça très facile à lire aussi, très peu de bulles. Alors que Tokyo Ghoul, je mettais beaucoup plus de temps à lire un tome. Là, c'était en 20 minutes, c'était plié, j'avais fini. Et c'était très agréable à la lecture. La petite fille Ellie, du coup, je la trouve trop mignonne. Elle est complètement zinzin. Oui. Il y a tout un passage avec elle. Je pense qu'on voit tous de quoi on parle. C'était, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, la petite, la pauvre. Et c'est vraiment une œuvre. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde parce que c'est assez spécial. Mais franchement, laissez la chance à Ishida sur ce titre-là parce que c'est vraiment très bon et j'ai hâte de lire le deuxième tome. De toute façon, on aura le temps de refaire de la propagande d'ici quelques temps, puisque je vous rappelle que donc, le premier tome sortira le 26 octobre. On a vu tout à l'heure la petite affiche promotionnelle qui était ici sur l'écran à côté de moi, avec le deuxième tome qui sortira le 16 novembre. Donc, écoutez, je pense qu'on va tous se réinviter là pour parler de Tokyo Ghoul, enfin, pardon, Shojin X. Je suis trop bloquée sur Kaneki, excusez-moi. Mais non, effectivement, on a ce nouveau héros qui arrive là, avec la thématique effectivement des héros. Hein. On revisite ce sujet-là d'une manière totalement propre à Ishida, et ce sera l'occasion, je pense, à cette période très proche d'Halloween en plus. Hein. Vous avez vu comment c'est bien calqué sur les bonnes dates octobre, et tout. Bien joué. C'est très bien joué. On en reparlera évidemment dans un Glénat Manga Live, puisque du coup, on arrive déjà à la fin de celui-ci. 1 heure, c'était vraiment trop court. Et j'étais très contente de passer cet instant avec vous. Merci d'être venus, Ringo, Sonic, ainsi que Lloyd Cherry. Lloyd qu'on retrouve du coup tout à l'heure dans la programmation de ce Glénat Manga Festival, dernier jour du festival, puisque dernier jour de Japan Expo, puisque tu reviens tout à l'heure à 14h pour parler de Berserk. Voilà, et de Dark Fantasy, et de Fantasy, et de Guts et de Griffith. Bref, je pense que ça va être sympa. Des bons sujets encore une fois. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite du programme, bien évidemment, sur ce live. Vous allez retrouver Ken avec des invités incroyables pour tester vos connaissances, hein, tout simplement sur One Piece, si vous avez envie de vous faire mal ou pas. À très vite et à bientôt sur le live de Glénat. Bye.